bonsoir à tous. Donc je suis Adrien, le directeur du 308 Maison de l'Architecture. Je vous remercie d'être présent ce soir pour, j'ai presque envie de dire, une énième soirée du Prada, mais pas des moindres, hein, puisque ce soir, je vais vous parler rapidement de la programmation, mais on va avoir l'occasion à la fois de découvrir la publication du Prada à laquelle on tenait beaucoup, qui n'a pas vu le jour à la première édition. On va vous présenter aussi l'exposition, la version itinérante de l'exposition que vous avez dans le 308. On se doute bien qu'elle n'est pas adaptée pour être présentée dans d'autres lieux. Donc vous allez découvrir ce soir sous quelle forme elle pourra s'exporter. Et puis, bien sûr, le plus important, vous aurez les lauréats de cette édition 2019 qui prendront le temps de vous présenter en détail, en tout cas peut-être plus en détail que ce qui est présent dans l'exposition, leur projet lauréat de cette édition. Rapidement, et pour introduire Pascal Tesser, qui est élu, que j'ai perdu de vue, qui est là, qui est élu chez nous et qui s'occupe énormément du Prada, je vais évacuer tout de suite et essayer d'être rapide sur les remerciements et saluer nos partenaires, institutions et équipes. Donc rapidement, mais c'est important quand même les remerciements, puisqu'on a besoin d'être nombreux sur ce genre d'événement pour qu'ils voient le jour. Le premier remerciement, je l'adresserai à la DRAC Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient sur ce projet par l'intermédiaire de Xavier Clark que j'ai aperçu, voilà, qui est juste en face de moi, qui est donc conseiller pour l'architecture à la DRAC, et la DRAC qui nous soutient à la fois sur ce palmarès depuis pour cette deuxième édition, mais aussi pour la première, et également sur l'itinérance qui va se dérouler sur 2 ans de l'exposition. Donc c'est très important pour nous. Évidemment, ce réseau qu'on a nommé aujourd'hui le réseau 308+, puisqu'il s'est étendu à la Nouvelle-Aquitaine avec la réforme des régions, et notamment, et bien sûr, le Conseil régional de l'Ordre de Nouvelle-Aquitaine, avec Virginie Gravière, sa présidente, qui s'excuse de ne pouvoir être présente ce soir, mais qui sera représentée par Mathieu de Marien, qui est juste là, qui vous dira un petit mot aussi pour la relation Prada-profession, donc qui est élu à la communication. Les maisons de l'architecture du territoire, donc bien sûr le pavillon de Pau, la maison de l'architecture de Limoges et de Poitiers. Et puis, j'ai déjà dit l'équipe d'élus chez nous, donc c'est Frédéric No, Pascal Tesser, Cédric Ramière et Christophe Gauthier qui ont été particulièrement mobilisés sur ce projet. Évidemment, les équipes aussi de salariés de la Maison de l'Architecture, avec Marlène qui est chargée des publics et qui m'assiste au quotidien sur ce type de projet. Et puis Cassandra, que j'ai aperçue aussi, qui a été responsable de projet chez nous voilà, sur le Prada, en stage pendant plusieurs mois et qui a travaillé à la bonne mise en œuvre de ce projet. Également Fanny L'Église, qui est architecte et auteur, qui s'est occupée du pilotage du jury, et je peux vous assurer que ce n'est pas une mince affaire. Thomas et Martin Dirks, les frères Dirks, ils sont là, nos scénographes préférés, qui vous présenteront tout à l'heure la version itinérante. Yasmine et Damien de Tabaramounien, nos graphistes. Arthur, que j'ai aperçu, Arthur Pékin, qui est en plus me flash, et Pierre Plancheneau, qui sont photographes sur cette édition. Jeff Rigaud, qui est là à la vidéo et qui nous suit avec Cinéofilm sur toutes les captations qu'on réalise ici au 308. Et puis un petit mot aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, pour Christelle Desilles, notre traiteur, qui est un peu la maman du 308 et qui est encore présente ce soir pour le petit cocktail qu'on aura le plaisir de partager avec vous. Très rapidement, parce que c'est important aussi, nos partenaires privés sur cette action, parce que sans eux, on aurait du mal à boucler les budgets. Fellow Sylvania, donc pour tout ce qui est éclairage, et notamment l'éclairage ici du 308. Knauf Insulation, également, qui a participé. Serge Ferrari, j'ai vu Laurent Tournier, voilà, qui est là. Donc les bâches Ferrari, et vous avez pu voir sans doute la couverture de la cour à l'occasion des 10 ans. Donc on le remercie aussi pour sa participation au Prada. Pour la partie événementielle, le salon Architect at Work, sur laquelle on a fait la remise des prix pour ceux qui étaient présents. Armstrong, Lafarge, Holcim, avec Valérie qui doit être par là aussi, mais que je n'ai pas vu. Et puis l'Odécher. Et enfin, pour finir, et il faut les saluer aussi, le collectif Commando de l'école d'architecture de Bordeaux,
qui nous a beaucoup aidé sur l'événementiel. Junk Page, la revue gratuite que vous connaissez, voilà, et notamment Benoît Hermec, je voulais saluer puisqu'il a fait un très bel article dans le numéro de mai, le 70e numéro de Junk Page, sur les lauréats et le Prada. Pouline, c'est une marque de vêtements qui nous a soutenus sur la remise des prix. Et puis la Société Ricard aussi, voilà, qui nous a accompagnés à travers Camille, de la bonne humeur dans tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais passer mon micro à Pascal pour qu'il vous dise un petit mot sur ce fameux palmarès régional d'architecture en Nouvelle-Aquitaine, donc le Prada. Et puis ensuite, on aura Mathieu qui nous dira un petit mot sur la profession. Je reprendrai le micro pour vous présenter rapidement le catalogue, puisque les graphistes sont absents. Ils m'ont chargé de vous dire un petit mot sur leur travail. Ensuite, on accueillera Thomas Dirks pour la présentation de l'expo itinérante. Le gros morceau de cette soirée, la conférence avec les lauréats. Et puis, on pourra tous aller se rafraîchir dans la cour et feuilleter le beau catalogue qu'on vous mettra, qui sera diffusé gratuitement ce soir et que vous pourrez emporter avec vous. Pascal, un petit mot sur le Prada de manière générale? Merci. On m'a fait une anti-sèche. Bonjour, bonsoir. Donc, Adrien remercier tout le monde. Donc, je m'associe à ces remerciements. Moi, quand j'étais président de l'AMA, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je prenais le micro, c'était pour remercier les gens, mais ils le méritent largement tous. Donc ça a été très bien fait. Le Prada, vous commencez, je pense, à le connaître un peu. Donc je vais essayer d'être bref. C'est pas ce que je fais le mieux, mais pour laisser le meilleur temps de parole à nos conférenciers. Donc prix régional d'architecture d'Aquitaine. On n'a pas voulu changer l'acronyme parce que il y a le clin d'œil que vous avez décelé depuis bien longtemps, mais maintenant, et c'est une de ces évolutions, c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc on a étendu notre territoire. On a accueilli les départements qui n'étaient pas dans l'assiette territoriale du premier Prada. On espère qu'ils monteront en visibilité à mesure où les éditions se succéderont. Ça, c'est la première, on va dire, grande nouveauté. Ce qui n'est pas une nouveauté, c'est que le niveau des projets qui ont été remis, le niveau et la quantité restent, il nous semble, tout à fait bon, mieux que bon, très bon. Ça a d'ailleurs été souligné par le jury, a été évoqué. On délocalise notre jury dans le choix qu'on en fait pour éviter d'éventuelles passions locales. Donc on fait venir des gens de loin qui connaissent bien le sujet de l'architecture. Ils ne sont pas tous architectes, mais ils connaissent bien le sujet naturellement. Et régulièrement, à l'occasion de la première édition ou de celle-ci, nous font remonter le fait qu'effectivement, sur le territoire aquitain, il y a une production qui est, j'allais dire, une production courante qui est d'un niveau excellent. Et ce n'est pas le cas de toutes les régions de France. On peut... Alors, soit s'en désoler, parce qu'il faudrait que ça soit comme ça partout, soit s'en réjouir. On préfère peut-être cette option-là, au moins pour ce soir. Donc, voilà pour l'extension. Ça a été dit, alors je vais essayer de le mettre dans la lumière, parce que c'est magique. Pour rester dans l'esprit, Prada m'a fait un truc qui brille à la lumière. Donc, ce petit catalogue qui tient dans la main, qui n'est pas lourd, qui est vraiment très beau, il sera présenté plus en détail par ses auteurs, je crois, dans quelques minutes. Merci à eux, d'ailleurs, parce qu'ils nous accompagnent sur bien des sujets depuis un bon moment. Tabar Amounien, bien sûr, pour ceux qui ne les connaisseraient pas encore. Donc, c'est un très bel objet. Pour des gens comme nous, une petite association qui fonctionne à la bonne volonté de ses participants, on est très content d'avoir produit cet objet-là, parce que ce n'est pas simple d'arriver à éditer un livre comme celui-là. Je dis un livre, délibérément. Il est diffusé, ça a été signalé gratuitement, donc ne vous privez pas de le prendre et de le diffuser autour de vous, parce que si j'avais un dernier message à faire passer, j'ai zappé complètement ce qu'on m'avait écrit. 164 projets, enfin, pour ceux qui aiment les chiffres, 164 projets, 99 agences, 56 nommés, 5 lauréats, 8 mentions. Je pourrais vous dire le nom des gens, mais ce serait trop long. Les programmes, les trucs. Bon, je l'ai dit quand même un peu. Donc, je reviens à mon fil. À ça, c'est vachement bien. Diffusez-le, battez-vous pour que ça continue d'exister. Parce que je ne veux pas finir sur une note pessimiste, mais
mais ni vulgaire, mais putain que ce métier est dur et que faire ça à toutes les pages, c'est héroïque pour la plupart d'entre vous. Hein, j'incorpore les maîtres d'ouvrage, les architectes, les équipes de maîtrise d'œuvre, les services, ce qu'on appelle les services dans les grandes métropoles maintenant, les accompagnants. Xavier qui a l'œil songeur, mais tous ceux qui nous soutiennent continuent à le faire parce que c'est vraiment dur, quoi, je trouve. Ça, c'est un témoignage plus personnel de ce moment de mon parcours d'architecte, mais c'est vraiment dur. Donc, continuons, essayons de continuer le plus longtemps possible. Bon, voilà, je n'ai pas été trop long. Non ? Bah, j'arrête quand même. Donc, merci. Et puis après, je ne sais pas à qui je tends le micro. Mathieu. Bonsoir. Donc, comme le disait Adrien, je représente l'Ordre des architectes. Je remplace Virginie Gravière qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Évidemment, l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine ne peut que soutenir à 100% le projet du Prada. Et je dirais au sens plus large, la profession tout entière a tout à gagner avec ce type d'événement. Qui offre donc une tribune, on va dire, enfin, aux architectes de toute la Nouvelle-Aquitaine, qui leur permet de diffuser leurs projets. Comme le disait Pascal, on s'aperçoit que les projets, je pense, sont de très bonne qualité. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en exergue, on va dire, les grandes disparités du territoire de Nouvelle-Aquitaine avec ces disparités géographiques, démographiques, économiques. Enfin, on sait bien, bon, alors il y a des zones, bien entendu, qui sont plus représentées que d'autres, mais je pense qu'avec le temps, ça devrait un peu se lisser. Donc ça, c'est un éclairage tout à fait intéressant. Des deux parties, à nous, métropolitains, voilà, d'avoir un éclairage sur la grande région, sur ce qui se fait, c'est une chance. Donc, évidemment que nous, architectes, on a tout un bénéfice à tirer de ce genre de manifestation complète, donc composée d'une exposition qui ensuite va bouger, d'une édition. Enfin, voilà, l'Ordre, évidemment, apporte tout son soutien, je me répète, à cette manifestation. Ce qui va être intéressant dans un deuxième temps, mais je pense qu'Adrien va en parler, c'est que l'exposition bouge. Donc ça va permettre une diffusion de l'architecture dans différents milieux, dans les maisons de l'architecture, mais pas que. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant que le citoyen soit éduqué à tout ça. Bon, la question aujourd'hui de la culture architecturale des Français, elle est compliquée. Donc évidemment, c'est une action politique, hein, de diffuser ces prix et de les montrer au plus grand nombre. Pour terminer, l'Ordre des architectes a des missions régaliennes, c'est-à-dire, pour faire court, assure la défense de la profession. Mais je pense que cette mission ne peut s'accomplir pleinement qu'avec, évidemment, des événements culturels tels que les portent les maisons de l'architecture. Donc je renouvelle mes remerciements auprès des maisons de l'architecture de tenir ce rôle de médiateur culturel. Voilà, j'en ai terminé. Merci Mathieu. Alors juste, j'en profite pour compléter rapidement ces propos. Vous rappelez qu'il y a un site internet, donc le www.palmarès.archi, voilà, où vous pouvez retrouver tous les projets en détail. Voilà, donc vous pouvez évidemment le consulter. Parmi les outils qu'on a mis en œuvre dans le Prada, vous le voyez aussi, il y a eu cette fameuse soirée de remise des prix. Donc c'est important d'avoir des moments festifs aussi, on le pense, et conviviaux autour de ce genre d'opération. Et j'ai la lourde tâche maintenant, et je vous prie de m'excuser parce que je vais sans doute un petit peu lire mon texte, mais je vais essayer de le rendre vivant le plus possible, c'est de remplacer les Tabaramouniens qui nous ont envoyé un petit mot sur cette fameuse édition. Donc pour rappeler qu'ils ont voulu travailler, et ils ont créé une typographie spécifique au Prada dès la première édition, qui jouait sur les différentes tailles des lettres et donc en référence aux échelles de projet. Et il y avait aussi l'idée que la finesse de cette typographie rappelle l'élégance et la sobriété liées à cet événement. Ils sont repartis pour cette année, cette deuxième édition, sur cette même typographie, et ils ont développé donc toute l'identité du Prada autour de ça. Et cette année, les échelles sont contenues
à travers même les lettres, hein, avec donc ces différents rectangles qui s'emboîtent et qui forment les lettres. La scénographie de l'exposition que va vous présenter Thomas tout à l'heure, qui continue à évoquer cette idée de la mode et l'univers de la mode, avec des suspensions et l'effet tissu des bâches que vous voyez dans l'exposition, ça y participe. Et ils ont souhaité, en fait, pour le catalogue de cette exposition, continuer à développer ce clin d'œil à la mode. Et donc, ils ont choisi un dos carré collé cousu. Donc c'est assez particulier, ils ont vraiment beaucoup travaillé pour arriver à ce rendu et qui laisse apparaître les fils de couture. Et d'après les Tabarra, pour eux, c'est une manière de parler un peu de l'envers du décor, finalement, et de montrer la matière par laquelle les choses sont fabriquées. Donc on a vraiment cette reliure qui est apparente. Et en plus, ils ont fait un petit clin d'œil qui est un travail très précis avec les imprimeurs pour avoir sur la tranche, alors c'est pas évident à lire, mais ce Prada avec les lettres les unes au-dessus des autres, ça a été aussi un gros travail de leur part. Et ils ont penser cet ouvrage un peu comme un écrin, voilà, pour présenter, et ça je tiens à le préciser, l'ensemble des projets du Prada, puisque l'idée du Prada, c'est évidemment de mettre une hiérarchie, parce que vous saviez peut-être, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, qu'on avait une exposition qui s'appelait Architecture plus paysage en Aquitaine à l'époque des Biennales Agora, qui fonctionnait sur ce même principe d'appel à projet. Et finalement, on avait été un peu victime de notre succès, puisqu'on avait, je dirais, presque trop de projets pour pouvoir les montrer convenablement au sein d'une exposition. Et donc, l'idée de ce palmarès, c'est pas vraiment de mettre en compétition, finalement, c'est plutôt de nous permettre, alors évidemment, c'est important de distinguer, mais c'est surtout nous permettre aussi de hiérarchiser les projets pour les présenter tous dans chaque événement, je dirais. La publication en fait partie du Prada. Voilà. Rapidement, l'ouvrage, vous allez le découvrir, mais on commence par parler un peu du Prada, évidemment, son histoire. On revient sur le jury, on revient sur la remise des prix. On a des très belles photos de l'exposition aussi qui témoignent un peu de ces événements. Et puis après, vous avez l'ensemble des projets qui sont déclinés. Et sur la fin du catalogue, on va retrouver évidemment l'ours, et les partenaires tels que je les ai remerciés tout à l'heure, mais surtout un annuaire à l'intérieur sur les dernières pages de l'ensemble des agences participantes avec les coordonnées. Et ça aussi, ça nous paraissait important qu'à un moment donné, cet ouvrage, il serve aussi à vous mettre en contact avec les architectes, voilà, en fonction des attirances qu'on peut avoir les uns et les autres sur les projets et de sa propre sensibilité. Voilà, ce catalogue, on l'a dit, mais il sera diffusé gratuitement ce soir, mais il accompagnera aussi l'exposition itinérante. Donc il sera diffusé gratuitement à chaque présentation de l'itinérance. Il y a une particularité, c'est qu'il est doté d'un ISBN. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir être enregistré à la Bibliothèque de France vraiment comme un ouvrage, et c'était l'objectif. Ça va permettre de le référencer en librairie, de le référencer dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire en suivant, qui nous paraît aussi important. Et puis un dernier petit clin d'œil, on a mis un prix à cet ouvrage. Alors c'est évidemment pas pour le vendre, mais c'est aussi quelque part pour lui donner une certaine valeur. Voilà, donc on trouvait ça important. Après, si vous voulez vraiment l'acheter, on peut toujours s'arranger, hein. Ça, c'est Pascal qui me le souffle. Voilà, Pascal en tant que trésorier, évidemment, il réagit, mais ce n'est pas l'objectif, surtout de lui donner une certaine valeur, et on espère que vous prendrez plaisir à l'emporter avec vous, à le diffuser et à le ranger dans une étagère avec d'autres ouvrages du même type. Voilà le petit mot sur le catalogue. Je remercie vraiment Yasmine et Damien, même s'ils ne sont pas là ce soir, et ça, j'en suis désolé, parce que j'aurais aimé qu'ils vous parlent mieux que moi de ce fameux catalogue qui a quand même été un gros travail. Le petit clin d'œil aussi pour dire, je dirais, la précision qu'ils ont voulu mettre dans ce projet, c'est le petit marque-page que vous découvrirez aussi, qui s'insère au début des projets, parce qu'on trouvait ça important quand on ouvre le catalogue aussi, qu'on ne commence pas forcément par qu'est-ce que le Prada, mais plutôt par les projets du Prada. Et donc ça, comme on ne pouvait pas se permettre, je dirais, dans le chemin de fer du catalogue, de fonctionner avec les projets en premier, c'était vraiment étonnant. Par contre, on a choisi de glisser ce petit marque-page, et non pas à une page au hasard, mais vraiment à cette page précisément. Et ça, c'est un soin qui a été apporté par les graphistes qui nous paraît essentiel.
Voilà, je vais passer la parole à Thomas Dierks qui va nous présenter l'exposition itinérante et le concept de Pop-up Store, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, le Pop-up Store du Prada. Alors évidemment, c'est un petit clin d'œil, hein, c'est sans prétention, mais ça rejoint cette idée d'itinérance, vous allez le découvrir. Il faut vraiment que ça soit facile à mettre en œuvre, facile à transporter et que ça puisse s'adapter à tous les lieux. Voilà, Thomas, à toi. Bonsoir à tous. Alors nous, quand on a été sollicité sur le Prada, c'était en 2016 déjà. Et ce qui nous a plu, c'est que derrière tous ces appareils de luxe se cachait cette autodérision. Et nous, on aime beaucoup ces petits projets en fait, où il y a cette autodérision. C'était notre première scénographie. Et quand on a parlé de ces défilés de mode, on voulait donc singer, mais rendre honneur à la haute couture pour mettre en place ces défilés en fait, de travail d'architecte de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a choisi de faire des jupes, des grandes jupes, dans lesquelles on pouvait retrouver chaque catégorie. Donc ces jupes-là ont été adaptées ensuite. Cette année, on a dû reprendre en fait la même matrice que nous avons détournée comme un chemin de petit train pour créer cette fois-ci un parcours. Et là encore une fois, projet polymorphe, puisque nous avons donc dû réadapter une troisième fois ce projet-là. Et là, histoire de toucher plus de monde, comme dans la mode, on a essayé de passer donc justement de la haute couture au prêt-à-porter. Donc là, on est plus sur une démonstration qui s'adaptera à plusieurs lieux qui n'ont pas du tout la même topologie. Entre Pau, Limoges et Poitiers, on a pu hériter de plans très divers. Et donc voilà, il s'agissait de pouvoir les transporter facilement, d'amener donc cet effet boutique. Alors pop-up store, voilà, ça a été évoqué, mais c'était surtout boutique de prêt-à-porter, de pouvoir donc consulter tous ces projets sans être tributaire des espaces différents. Donc voilà, cette expo est présentée avec 2 totems, trait lumière, miroir, et ensuite après voilà, on a tous les portiques et les présentations lumineuses en fait de chaque projet. Telle était la présentation. Merci. Merci Thomas. Si je devais peut-être compléter un peu ce propos, juste pour vous dire que toutes les laits qui seront présentés, donc à chaque fois on a un portant qui représente une catégorie, hein, finalement c'est assez logique, et toutes les laits qui sont présentés sont les laits issus de l'exposition ici, parce qu'on est dans cette idée aussi de ne pas à chaque fois réimprimer ou réinventer l'ensemble des supports. Donc ça c'est l'ingéniosité de Thomas et Martin, c'est d'être à chaque fois d'avoir su renouveler en fait ce phénomène d'exposition, et chaque portant est autonome, hein, puisqu'il suffit de le poser quelque part et ça fonctionne. Et puis il est équipé d'un luminaire intégré qui permet, voilà, avec quelques rallonges, de juste mettre en lumière l'expo. Donc là, je m'adresse à vous. C'est une exposition qui va voyager évidemment prioritairement dans les maisons de l'architecture, puisqu'elles sont partenaires de ce projet et qu'elles rayonnent sur le territoire. Ça va commencer avec Pau le 4 octobre, à l'occasion, le pavillon de Pau à l'occasion du mois de l'architecture, du 4 au 25 octobre. Ensuite, au mois d'avril, on devrait l'envoyer, et c'est une exception, à Royan, par l'intermédiaire des villes de pays d'art et d'histoire. Et puis, elle est déjà aussi programmée à Poitiers pour l'été 2020. Et puis, on espère également que Limoges pourra la présenter à l'AMA. Mais je m'adresse aussi à vous parce que on pense que c'est une exposition qui peut aussi être présentée en agence. Donc à partir du moment où vous avez, je dirais, participé à ce Prada, vous pouvez aussi nous faire la demande pour accueillir cette expo. Franchement, il n'y a pas besoin d'un lieu immense et ça peut vous permettre, puisque chaque expo itinérante est accompagnée d'une série de catalogues, une 50aine, ça peut vous permettre aussi de créer l'événement dans votre agence, d'inviter vos clients, de diffuser le catalogue et pourquoi pas de mettre en exergue vos projets à cette occasion-là, même si vous n'êtes pas lauréat et si ce soir, malheureusement, vous n'avez pas forcément la parole publique, vous pouvez la saisir soit dans les territoires via Poitiers, Limoges et Pau, soit même directement dans vos agences. Je dirais idem pour les structures institutionnelles, les mairies. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite sur cette expo et on espère qu'elle va largement tourner sur le territoire. Petite précision, elle est aussi entièrement gratuite à itinérance. Voilà, parfois c'est une évidence, mais là c'est un cas. La seule chose qu'on demande, c'est que vous preniez en charge la partie événementielle associée, ce qui nous paraît normal, donc l'inauguration. Voilà ce que je voulais vous dire. On enverra un petit mailing à ce propos. Voilà, qui vous permettra de rebondir sur ce que je viens de dire pour éventuellement vous placer sur les dates d'itinérance. Je ne vais pas prolonger plus cette présentation. Je vais laisser la place donc aux lauréats
de cette édition 2019. Et je vais commencer par la catégorie S avec le projet Multiple Rural et l'atelier provisoire qui est représenté ce soir par Laurent Villette. Alors, le jeu ce soir, parce qu'ils sont nombreux, hein, les lauréats, il y a quand même 4 catégories SMLXL plus une catégorie innovation. Donc le jeu ce soir, c'est qu'ils s'astreignent à vous présenter leur projet dans les 10 minutes. Alors moi, je vais être là pour surveiller leur exercice. À toi, Laurent. Excuse-moi, je te mets la pression, mais... Merci, Adrien. Top départ quand je commence. Oui. Si tu veux faire pour défiler, c'est là. Bien, bonsoir à tous. Donc je souhaitais vous présenter ce projet un peu en détail. On a 10 minutes, mais de prendre le temps de quand même en faire le tour pour ces aspects principaux. C'est un projet donc, qui est à Prégnac, à 5 km au nord de Langon, et qui avait comme objet de restructurer un îlot au centre du village, de restructurer complètement cet îlot qui a été acheté par la mairie. Et on a distingué 3 thématiques de travail qui nous ont intéressés dans ce projet. Une première qui est la question du réemploi d'un patrimoine bâti ancien voué à l'abandon au moment où on arrive. La question de répondre à la contrainte très forte liée à la menace de l'inondation avec la proximité de la Garonne, qui bloque beaucoup de projets sur la commune, en l'occurrence. Et puis, dernier aspect, qui est de réaliser une architecture contemporaine dans un milieu patrimonial ordinaire, dans un village en France. Alors, ça, c'est l'image. Donc, quand on est arrivé le premier jour, vu depuis la place de la mairie, dans le centre-bourg, l'îlot consiste en un îlot bâti entre mairie et église, qui comporte une série de bâtiments, l'ancien cercle du village, l'octroi, un chai, une grange, des appentis, un pré et l'ensemble entouré d'un haut mur en pierre qui fait que c'est un endroit inaccessible, on n'entre pas. Le même point de vue, 3 ans plus tard, l'îlot ouvert, transformé, offert comme espace public à toute la population du village et d'ailleurs. Donc Prégnac, au nord de Langon, c'est un village qui se situe sur la route départementale 113, qui est l'axe qui dédouble l'autoroute de Toulouse, donc il y a un axe en fait très très emprunté, un peu dangereux dans les traversées de village notamment. En haut à droite, il y a la Garonne, proximité très proche avec des menaces de crue importantes, et puis dans la partie sud en bas, tout le vignoble du Sauternay. Le site se trouve en plein centre, avec d'un côté l'église en partie basse, on le voit en rouge, et puis au-dessus, la place de la mairie, son mail de platane. Approche, donc le plan de l'îlot, où on trouve, le premier acte, c'est de nettoyer un peu l'ensemble. On démolit la grange, on dégage tous les appentis, on met un peu d'air, on ouvre un peu, et on conserve 3 bâtiments. On conserve l'ancien cercle qui a une valeur reconstruite, c'est une belle bâtisse girondine. On conserve le petit octroi qui est un bâtiment qui tient l'îlot en fait. Et puis on conserve le chai qui a une vocation à un programme ultérieur pour la mairie, une réserve foncière. À l'intersection des 3 volumes, on réalise une sorte de pièce urbaine, on l'a appelée comme ça, qui surélevée et qui met en liaison les 3 bâtiments entre eux et crée des relations avec le reste du village. Un premier passage est créé entre l'église et la mairie par cette pièce urbaine, et ce passage a pour vocation de dédoubler le passage le long de la rue qui est mal commode, un peu étroit, limite dangereux. Donc ça devient un passage essentiellement piétonnier qui offre également une vue traversante à travers tout l'îlot et qui également amène la lumière à l'intérieur de l'îlot. L'autre passage, transversal dans l'autre sens, par lui de la rue, ouvre l'îlot vers la rue, mais de façon uniquement visuelle, et ouvre l'îlot vers d'une part le pré à l'intérieur de l'îlot, mais également le paysage des coteaux au-delà du village. Et puis enfin cette pièce urbaine donc, qui prend cette forme qui s'inscrit, qui suit les contours des bâtiments existants, qui forme une sorte de croix déformée et qui est surélevée, donc une plateforme qui permet de mettre tout ce niveau hors d'atteinte de l'inondation d'une part et ensuite de relier les bâtiments entre eux au niveau de la plateforme. La plateforme ensuite est ponctuée par 2 emmarchements qui permettent de rejoindre le terrain naturel de part et d'autre, et puis enfin par 4 éléments architecturaux qui viennent à chacune des extrémités de la croix
pour produire les articulations entre l'îlot et le village. Donc ces 4 éléments, les voici en maquette. On va dire, fondamentalement, le projet, c'est cette maquette. C'est-à-dire, c'était de réussir à mettre en place cette maquette imbriquée dans le tissu existant. On trouve la plateforme, on trouve les 4 éléments architecturaux, une arcade, un ascenseur, une paroi en verre, un abri préhaut. Premier élément, c'est donc cette paroi de verre. Le but de la paroi, c'est d'une part d'ouvrir l'îlot de ce côté et en même temps de le protéger. On est du côté de la rue, le verre à la fois ouvre et ferme. Et en même temps, par la couleur qui est utilisée, de produire un signal dans la rue, dans la séquence de la rue du village. La rue du village, donc la RD 113, donc on est dans une séquence très étroite où il n'y a pas de recul sur les façades, on découvre les choses à la dernière minute un petit peu. Au premier plan, donc c'est l'ancien cercle, qui est une belle bâtisse, complètement réhabilitée de fond en comble, des façades, l'intérieur, etc. Et puis en deuxième plan, le petit bâtiment de l'ancien octroi. Et entre les deux, donc le mur jaune qui apparaît furtivement dans le passage automobile. Donc la vue qui n'existe pas, qui est celle-là, c'est-à-dire le moment où on prend le temps de le regarder de face, ça se produit à peu près jamais, on va dire. Mais c'est l'image d'architecte qui va dire à la fois l'ouverture, la protection, la liaison entre le cercle à droite et l'octroi à gauche, et le signal par la couleur jaune. Et puis l'autre aspect qui est de dire que cet élément architectural est un élément, on va dire, minimaliste. C'est un pan de verre pour nous, qui est tenu en pied par un soubassement en pierre lui-même, avec une grille en pierre qui permet le passage de l'eau en cas d'inondation. Après ce pan de verre, le deuxième élément, c'est l'arcade. L'arcade se situe du côté de l'église, en fait. La voici, terminée. En fait, on reprend donc cette figure, on va dire, complètement traditionnelle de l'arc en plein cintre, mais en fait, on l'emprunte. C'est-à-dire que cet arc en plein cintre, il se trouve d'une part sur le fronton de l'église, qui, entre parenthèses, est très très beau, et d'autre part, sur la porte principale de la mairie, qui elle aussi reprend cette figure, mais également plusieurs portes cochères, on va dire, vers des cours, qui ont tendance à marquer dans le village très fréquemment le passage public, en fait. Quand bien même c'est dans des espaces privés ou semi-privés. On reprend donc ce motif, mais on l'adapte en lui attribuant une géométrie tronconique qui apparaît dans cette image, c'est-à-dire que vu de cet endroit, du parvis de l'église, il n'y a pas d'épaisseur à l'arcade. Les parois échappent par l'effet d'entonnoir inversé. Et du coup, l'effet, c'est que le paysage à l'intérieur de l'îlot a tendance à avancer vers le passant. Donc, invité à entrer dans cet îlot, on franchit 3-4 marches, on monte, et là, la géométrie tronconique s'inverse. Elle permet à la fois d'avoir un effet d'entonnoir qui amène la lumière dans l'endroit de l'îlot qui auparavant était en fait le plus sombre. C'était vraiment le noir plein de mousse. Et en plus de donner du coup la lecture de l'épaisseur, de dire l'épaisseur de cette paroi, quoi, de la signifier. Et puis en prolongeant la progression sur le passage vers la mairie, on croise l'ascenseur, on croise la passerelle, on rencontre en fait tout l'ensemble des circulations qui sont mises en place, circulation horizontale, circulation verticale, circulation superposée, circulation par les escaliers et circulation croisée. Et d'arriver à combiner toutes ces circulations dans un élément évident qui en fait, à la limite, on ne les voit pas, toutes ces complexités. Troisième élément, c'est l'ascenseur. Alors l'ascenseur dans le programme nous était demandé dans le bâtiment de l'ancien cercle, de sorte à le rendre accessible. Nous, on a proposé de profiter de cet équipement, de le sortir du cercle, de le mettre à l'extérieur, de sorte à en profiter pour également résoudre l'accessibilité extérieure de l'ensemble, de tous les bâtiments. Ce qui nous a permis, en passant, d'éviter une rampe de 60 mètres pour desservir l'ensemble. Du coup, l'ascenseur passe d'un statut privé à l'intérieur de l'immeuble à un statut public, semi-privé, public, en fait. À la fois public pour desservir la plateforme, aller au commerce, etc., mais également accéder aux logements qui sont à l'étage. Donc l'ascenseur, le voilà, c'est un volume extrêmement simple, qui est une gaine d'ascenseur béton configurée pour un ascenseur 630 kg, mais revêtu d'un plaquage en pierre qui reprend évidemment le matériau dominant qui nous environne. Et cette gaine d'ascenseur est dédoublée avec des vues, c'est-à-dire la cabine elle-même est vitrée, et ensuite on a une série de vues en demi-niveau puis en partie supérieure afin que du coup on ait un petit dispositif de promenade architecturale en l'occurrence.
sur la passerelle tout en haut. Donc, en allant vers son logement, on se retrouve dans un dispositif où l'ascenseur cadre à la fois l'ancien presbytère de l'autre côté de la cage d'ascenseur, mais également hors champ dans la photo, mais croyez-moi sur parole, le paysage des coteaux au loin. Dernier élément enfin, pour finir, c'est l'abri préau. L'abri préau, c'est une fonction qui va permettre de produire un abri, une ombre, une protection dans l'usage de la terrasse qui est développée sur la plateforme. Donc l'abri préau, il vient prolonger ce petit bâtiment, l'octroi. Donc l'octroi, en fait, c'était une sorte d'avant-poste des barrières qu'on trouve sur les boulevards. On retrouve donc le motif de la brique. Donc on est à 40 km et d'après ce que nous ont dit les habitants du lieu, c'était un avant-poste des octrois de la ville de Bordeaux. On en a conservé les caractéristiques, on a nettoyé la brique, gardé le petit avant-toit ouvragé en bois, bon, les éléments patrimoniaux, et la bâtisse ancienne a été prolongée par cet abri. Et là, on a cherché à faire une forme qui à la fois répond à cet usage, mais également joue d'ambiguïté de savoir est-ce qu'on est dans un prolongement ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui a été creusé. Et il y a un jeu ici, un déci qui nous avait intéressés dans ce travail. Ensuite, cet abri donc, est disponible pour accueillir les usages de la terrasse qui se développe à côté. À proximité de l'octroi, le grand emmarchement en padane très très large qui permet de monter sur la plateforme de manière extrêmement douce, quasiment sans s'en rendre compte. Donc désormais, la terrasse du commerce est installée, les tables, les chaises, les parasols, et l'îlot désormais est ouvert à l'usage de tout un chacun dans l'espace public. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce prix qui nous a énormément touchés, en vérité. Et merci également pour cette expo et ce très très beau livre qui je crois, met bien en valeur tout le travail qu'on produit difficilement. Tu l'as dit, Pascal, c'est très difficile. Et je trouve, bravo à l'AMA. Merci beaucoup. Merci Laurent. On va poursuivre avec une double catégorie parce qu'il y a des petits chanceux dans le Prada, dont fait partie Antoine Guiraud avec l'agence Guiraud-Maninck. Et donc c'est le générateur d'activité des Landes de Jussan pour la catégorie M et le CFM de la Haute-Gironde pour la catégorie L. Voilà Antoine, à toi. Bonsoir. Donc voilà, le générateur d'activité des Landes de Jussan. Donc c'est un bâtiment qui est situé à Anglet, Pyrénées-Atlantiques, sur la ZAC des Landes de Jussan. Donc territoire en devenir proposé par l'agglomération Côte Basque Adour, mais bon, qui a fusionné, qui s'appelle maintenant donc l'agglomération Côte Basque. Et donc l'idée de ce premier édifice sur la zone, c'est d'accueillir des entreprises innovantes dans le domaine de la construction. Donc, bâtiment qui se devait d'être exemplaire et volonté de la maîtrise d'ouvrage d'avoir un bâtiment doublement certifié, HQE tertiaire, BRIM, et en plus avec un objectif BPOS, donc à énergie positive. Donc, cet édifice s'implante sur d'anciennes friches caractérisées par donc la rue Mirambeau que vous voyez là avec le lycée Canto, et puis un estet ici, donc c'est un petit cours d'eau, un estet avec un boisement classé et protégé, donc un espace naturel qui à terme dans la ZAC demeurerait étant classé. Donc, et puis une pente qu'on voit, une déclivité naturelle de cette rue jusqu'à l'estet. L'idée principale a été de s'inscrire dans cette pente, donc d'avoir une intervention assez minimale sur le contexte une fois réalisée, parce qu'il y a quand même des puits à 18 mètres, enfin voilà, c'est une intervention lourde finalement, mais l'idée c'était que tout ça disparaisse une fois le bâtiment terminé. Et ensuite, 3 séquences. La halle de prototypage, qui est en lien plutôt avec la rue, les bureaux qu'on a souhaité projeter sur les arbres et donc en relation avec le paysage naturel,
Et puis pour relier ces deux ensembles d'activités, de lieux de travail, un espace commun, un atrium généreux, volontairement, surdimensionné, qui devient un véritable espace de vie et qui nous sert aussi, là on voit un petit peu, bon ça passe mal, mais qui nous a servi aussi à traiter tout l'aspect bioclimatique du bâtiment, puisque cet édifice, donc, pour respecter les enjeux environnementaux du programme et avoir cette ambition réalisée d'être un bâtiment énergie positive, et bien sûr ça démarre par une conception bioclimatique et par un bâtiment totalement passif et qui n'est pas du tout rafraîchi, donc avec un confort d'été, simplement basé sur, voilà, un petit peu le schéma, sur la ventilation naturelle. Et donc on voit là des flèches sur les bureaux, mais il y a la même chose sur l'espace atelier, un système d'ouvrant, de ventilation naturelle, avec un système de tirage par convection naturelle dans l'atrium. Donc voilà cet espace des halles de prototypage avec un prolongement sur l'extérieur. Et puis cette grande incise qui permet à tout à chacun passant sur la rue de découvrir déjà les activités et donc un appel urbain sur les activités qui se passent à l'intérieur. Cette halle, donc, et on voit cette communication des différents espaces. L'idée aussi, c'était que voilà, les espaces de coworking, le Fab Lab, cet atrium, les bureaux derrière, tout communique et qu'en fait, on n'habite plus un bureau, on n'est plus dans son espace de travail, mais on habite un lieu de production, un lieu d'échange et de partage. Voilà l'atrium, donc avec cette grande verrière qui permet donc par un effet de serre d'accentuer le tirage vers le haut de l'air vicié. Et puis on voit ce sol en béton poli qui lui donne un effet mouillé. Et donc l'idée, bien sûr, c'est aussi que cet atrium, il est ouvert sur le ciel. Et là, il fait beau, mais voilà, au Pays Basque, il pleut souvent. Et l'idée, c'est que ça soit aussi en référence un peu aux impluviums romains, c'est-à-dire qu'on se sente toujours en lien avec l'extérieur et avec le climat, parce que c'est un bâtiment bioclimatique, parce que c'est un bâtiment vertueux qui est en lien avec son environnement. Les bureaux, voilà, pareil, des bureaux dans les arbres, l'idée c'était ça, c'était que les espaces verts rentrent à l'intérieur et que depuis l'intérieur, on se projette vers ces espaces verts. Donc on peut faire des bâtiments bioclimatiques à énergie positive qui soient largement vitrés. On n'est pas obligé de faire des thermos, et effectivement, voilà, c'est l'idée de cette façade de bureau. En rez-de-chaussée, le stationnement que vous avez pu apercevoir sur la coupe, c'était une contrainte, le site est assez petit par rapport à l'édifice, et il fallait malgré tout prévoir ce stationnement, et en plus prévoir une extension de 500 mètres carrés, donc c'est-à-dire en gros un étage, un peu plus d'un étage, pour une future extension. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, on va utiliser la déclivité, on va planquer les voitures et puis les ombrager sous le bâtiment. Et on a dimensionné cet étage comme les autres, on l'a travaillé de manière à ce qu'à terme, une fois qu'il y aura des parkings silos de près sur la zone et que les mobilités douces prévues auront été mises en place, on a juste à fermer cet espace et on a notre extension, c'est le 3e étage en rez-de-jardin qui devient des bureaux. Donc après, on a un travail de coursive qui prolonge les bureaux en espace de travail extérieur, parce qu'on est au Pays Basque et que malgré tout, 6 mois de l'année, on peut travailler dehors et voilà, on peut avoir plaisir à venir mettre son portable à l'extérieur. Donc après une vision entre chien et loup, la façade d'entrée, et on voit que la coupe, la tripartition en 3 séquences de l'édifice se lie en coupe. C'est-à-dire que dès l'extérieur, en fait, il y a comme ça une porosité et l'idée que cette relation intérieur-extérieur soit lisible déjà à l'entrée. Et ensuite, les cheminées solaires, donc, qui augmentent le tirage et la ventilation naturelle et qui sont avec des effets de girouette, donc pour prendre les vents dominants, et donc qui viennent coiffer l'atrium de manière à vraiment faire fonctionner cet édifice, qui est un peu un édifice machine bioclimatique, donc entièrement passif.
Donc ensuite, le CFM de la Haute-Gironde, donc lauréat catégorie L, qui se situe donc à Reignac. Là, on est dans le Blayais, donc maintenant au nord de Bordeaux, et qui est en fait une extension, puisqu'il y avait déjà donc un premier bâtiment de 2000, et puis ensuite ce centre de formation est très dynamique. D'ailleurs, c'est la formation des apprentis est quelque chose dont on parle actuellement, qui est d'actualité. Et effectivement, là, en 2010, il y avait déjà eu besoin d'une première extension, donc qui avait été faite ici. Alors, le premier édifice est plutôt en bardage métallique gris, avec des verticales, plutôt, et on voit là cette forme carrée autour de ce patio de la première extension, qui lui a une enveloppe en bois et plutôt avec des ailettes horizontales. Donc deux langages architecturaux complètement différents. Et puis donc ce programme de faire une troisième extension, et puis aussi d'étendre le parking, de créer des terrains ici CACES et sportifs. Donc la volonté de s'inscrire dans cette dynamique du centre de formation, en lien en plus avec des formations associées avec la centrale nucléaire du Blayais, et deux langages architecturaux, et puis ce paysage de Reignac, donc, qui est caractérisé par des vignes, bien sûr, les paysages viticoles, et puis cet espace boisé de pins. Donc on s'était dit à l'époque, plutôt que de créer un troisième langage architectural, on va plutôt essayer de jouer l'harmonie plutôt que la dissonance, et donc on a tissé en fait les langages en présence, et on s'est inscrit dans la continuité du premier bâtiment, on le voit, ce qui nous a permis de dégager ce grand espace extérieur, ce grand patio, qui finalement devient comme un espace vraiment de vie, et qui, bien qu'il soit extérieur, voilà, est autant un espace de travail, un espace qui n'est pas qu'une circulation. Et l'idée principale, c'est de se dire, ben voilà, on a amorcé quelque chose, mais on a encore du foncier disponible ici sur l'espace boisé. Donc c'était d'offrir aux apprentis, à des formations professionnelles, l'imaginaire d'un campus universitaire, et donc d'amorcer une idée de campus pour les formations. Donc voilà l'inscription dans le terrain. Alors le terrain, pareil, présente une déclivité, il y a 2 mètres entre ce point-là et le point-là. Et donc, c'était de travailler avec le paysage, de s'inscrire en lien avec ce paysage horizontal des vignes et puis avec la verticalité des pins. Et donc, un travail tant sur l'implantation des bâtiments que sur l'enveloppe pour venir voilà, s'inscrire en douceur dans le terrain. Et là, on voit bien la pente. Et donc, les édifices, par exemple, les ateliers qui sont des bâtiments plus hauts, qui s'inscrivent d'abord sur le point bas et qui ensuite montent légèrement. Donc, la nouvelle entrée, une aile métallique en suspension qui vient annoncer l'accueil. Et puis, après tout, on forme des apprentis. Donc, une mise en scène directement sur l'entrée, sur le parking, des éléments de stockage pour des matériaux qui servent à des formations dans le bâtiment. Et voici ce patio, donc, qui est, comme on le voit, un patio de type effectivement campus universitaire, un patio très vivant, avec de quoi se poser, mais aussi toutes les circulations. Ce qui fait qu'on a complètement déporté à l'extérieur toutes les circulations des édifices. Donc, il n'y a aucune circulation à l'intérieur des bâtiments. Ça donne des espaces totalement traversants qui nous ont aussi servi à faire la ventilation naturelle. Parce que c'est pareil, c'est un bâtiment qui n'est pas rafraîchi et qui est totalement en ventilation naturelle pour le confort estival ou hivernal. Et puis aussi, ces rampes, et donc tout le patio, il a fallu gérer cette déclivité pour malgré tout donner l'accessibilité à tous. Et donc tout un jeu de rampes, de circulation qui donne un espace vivant, voilà, et qui permet à tout à chacun d'accéder à tous les espaces. On voit ces espaces donc, de salles de classe, par exemple, ici, totalement traversantes. Voilà, donc en lien avec le paysage de la vigne, en lien avec le paysage du patio et aussi les autres espaces de travail. Donc les ateliers, les classes, voilà, créer une synergie entre les différentes formations, entre les différents élèves, voilà, les ateliers, avec pareil ces baies vitrées en relation avec les autres espaces de travail.
Et de nuit, donc, une nouvelle variation de l'enveloppe, de la peau. L'idée, c'était voilà, de travailler sur cette enveloppe qui reprend donc, le tissage en croisant les éléments en présence. Donc là, les horizontales deviennent métalliques et les verticales passent en bois. Et donc un tissage des matériaux qui étaient présents sur les deux édifices, avec cet effet de plissement que vous avez pu voir de jour, qui donne en fait à réfléchir l'environnement et qui donne à faire varier l'enveloppe du bâtiment selon la météo, selon les saisons et selon l'heure de la journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Je vais appeler la catégorie XL avec la Plaine des Sports de Saint-Paul-lès-Dax, l'Atelier Cambium et Olga Architecte, représenté ce soir par Olivier Cambium. À toi, Olivier. Bonsoir à tous. Donc j'ai été prié par mes camarades Olga Architecte et Rémi Salle, paysagiste, de vous présenter ce projet ce soir. Un projet qui aura occupé un peu moins de 4 ans de notre activité entre le concours qui s'est déroulé en 2013 et qui nous a amené à la livrée actuelle de cette plaine des sports, donc implantée à l'extrémité de la commune de Saint-Paul-lès-Dax, le long de la route départementale 824 qui relie Bayonne à Mont-de-Marsan. La posture que nous avons adoptée dès le concours sera bien difficile à vous expliquer avec ce plan. On va revenir en arrière. Le site, en réalité, est un delta coincé entre la route départementale 824 au nord. Vous trouvez hors cadre un lotissement qui occupe le flanc sud-est du site. Et enfin, une route communale, le chemin du Golfe, qui ferme ce vaste triangle. C'était un terrain qui était frappé d'un grand nombre de contraintes, notamment environnementales, puisqu'il hébergeait en fait, il héberge encore, puisque nous sommes parvenus à préserver tout ça, le Fadet des Lèches, un papillon, l'engoulevent d'Europe, et je vous en passe et des meilleurs, une faune très très développée sur ce site vaste de près de 9 hectares. Donc nous avons travaillé dès le concours à minimiser l'impact de notre projet en l'implantant à l'inverse de ce que le programme du concours nous incitait à faire. La commune envisageait sa plaine des sports perpendiculaire à la route départementale, notamment pour échapper aux contraintes de l'amendement du pont, imposant à toute construction de se situer à plus de 100 mètres d'une route départementale. Nous avons fait le choix de proposer donc à la commune une implantation différente, parallèle à cette route départementale, en s'imaginant que nous pourrions défendre au stade du permis de construire une dérogation face à cet amendement, avec des dispositifs de pare-ballon notamment qui fonctionnent aujourd'hui très bien. Ce schéma est là pour vous montrer en fait, en gros tout ce qui n'est pas blanc était doté de fortes contraintes. On avait une faune très développée qui nichait dans ces espaces et que nous sommes évertués à préserver. Donc voici une vue depuis l'ouest. Les terrasses sportives, ça a été un des thèmes que nous avons développés dès le départ, puisque l'implantation décidée, nous nous sommes intéressés à la topographie du site, où une déclivité d'un peu plus de 6 mètres d'ouest en est nous a dicté cette organisation générale qui consiste à implanter la tribune que vous avez ici comme un simple rez-de-chaussée depuis le parvis. Donc lorsque vous appréhendez le site, c'est un bâtiment plutôt bas, rangé sous un baldaquin en acier galvanisé, revêtu de métal déployé, et 2 grandes brèches dans cette tribune, donc l'espace d'entrée principal ici, très largement vitré, et le clubhouse. Donc ces 2 éléments vous donnent, dès l'approche de la tribune, une vue sur l'ensemble des aires de grand jeu, à commencer par le terrain d'honneur que vous avez ici. On a créé un paravent sur cette vaste tribune en recourant à des troncs de pins des Landes, ça va de soi,
pour créer une clôture qui nous était imposée. Le terrain d'honneur qui était, selon un classement bien spécifique de la Fédération française de football, interdit toute vue directe sur le terrain pour évidemment monnayer les matchs qui s'y déroulent. Donc on a fait le choix d'étendre effectivement cette vaste clôture qui fait office de premier filtre avec le programme. Donc 3 polarités qui ponctuent la plaine. Donc c'est une axonométrie en haut du site. Et vous avez en bas un petit hublot qui nous parle de la tribune, j'y reviendrai. Un deuxième sujet, une deuxième polarité qui est un bâtiment de vestiaire. Donc même si la tribune héberge en son sein un certain nombre de vestiaires, nous avons au cœur des aires de grand jeu développé un bâtiment de près de 500 mètres carrés dont la seule et unique raison d'exister est de permettre à l'ensemble des joueurs de se changer, quel qu'ils soient, rugby ou football, puisque les terrains étaient mixtes. Et enfin, la dernière polarité, c'est les aires de jeu et le parcours santé. Comme je vous le disais, c'est un site de près de 9 hectares. Et la collaboration avec Rémi Salle, le paysagiste, a été très importante, puisqu'il a traité près de 40% du site pour répondre à ces programmes-là. Nous revoilà sur la tribune, donc avec le baldaquin que je vous décrivais un peu plus tôt. On est donc sur la façade est qui donne sur le terrain d'honneur. Donc la déclivité est mise à profit de façon assez immédiate avec ce bâtiment, où on s'est imaginé qu'une fois glissé sous ce baldaquin, avec ses vues cadrées au travers du clubhouse et de l'entrée principale, on arrivait sur les 500 places assises comme un balcon sur ce terrain d'honneur, avec un surplomb généreux d'un peu plus de 3 mètres, et un vaste mur qui est tantôt un mur de soutènement, au moins jusqu'à cette limite-là, et grosso modo au niveau des mâts d'éclairage, tandis que les baies que vous voyez ménagées dans cette façade en béton bouchardé donnent accès en fait à l'ensemble des vestiaires, notamment des arbitres et des équipes qui jouent là-dessus. Une fois de plus, je vais passer rapidement, c'était la tribune. Les images sont plus convaincantes. Donc une autre vue, cette fois-ci, depuis le sud-est, où on distingue un peu mieux donc l'interface qui est gérée entre le socle et tous ces vestiaires et l'aire de jeu, tandis que les tribunes sont en balcon, en lien étroit avec l'entrée. C'était une coupe, avec le terrain d'honneur et le parvis qui se trouve sur la gauche. Voilà, donc voilà une vue du parvis maintenant avec un peu plus de détails sur ce paravent en pin des Landes qui nous permettait de répondre à la contrainte des vues sur le terrain d'honneur. Hop. Le bâtiment vestiaire maintenant qui se trouve donc au cœur des aires de grand jeu, un bâtiment très simple comme celui de la tribune. On fait le choix de mettre en œuvre des matériaux qu'on laisse le plus brut possible. Pour mémoire, un béton bouchardé sur la tribune en guise de socle et un baldaquin en acier galvanisé. Cette fois-ci, c'est un bâtiment élevé en béton, coulé en place, un béton gris, qui reçoit en fait 2 paravents en pin des Landes. Voilà. Donc, le programme de ce bâtiment vestiaire. Voilà. Et ce que vous y retrouvez, donc toujours dans une livrée très simple. On a consacré un budget consistant sur les terrassements, l'aménagement des aires de grand jeu et le 3e volet du programme qui était, je le rappelle, le paysage. Nous y voilà. Donc une première aire de jeu qui est littéralement en fait glissée dans la zone qui était à préserver, avec tout un réseau qui est développé avec des chemins qui n'utilisent que des matériaux naturels. Les terrassements ont été très doux sur ces espaces-là, et des trajectoires et des points de vue assez bucoliques, des grandes passerelles sur pilotis qui enjambent un des derniers éléments qu'on avait à préserver sur la plaine des sports, qui était un ruisseau. Alors, c'est pas saisissant sur l'image, mais il y a de l'eau au pied de cette passerelle, au gré des saisons. Voilà, et une autre vue avec ces perspectives à l'infini, avec des chênes lièges, des pins des Landes et consorts qui encadrent efficacement ces différentes passerelles.
Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Pour terminer ces présentations, vous savez que les premières catégories qu'on a vues jusqu'ici, donc S, M, L, XL, font référence évidemment à des projets construits, avec cette contrainte qu'ils soient construits sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, peu importe la provenance des agences, ça je pense que c'est important de le dire, il fallait qu'ils soient construits entre 2017 et 2018, construits livrés, donc ça c'est aussi une contrainte importante. Mais pour autant, on n'oublie pas dans ce palmarès, je dirais un peu l'avenir de l'architecture, puisqu'en fait, il s'agit de la partie, la catégorie qu'on a appelée innovation, et qui s'adresse plus particulièrement, je dirais, aux jeunes architectes, aux collectifs, aux étudiants, et qui donc évidemment ne concerne pas quelque chose de construit, livré, mais plutôt des projets qui font référence aux problématiques de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça permet comme ça de transposer peut-être des problématiques qui existent dans d'autres territoires ou des sujets de diplôme ou des choses comme ça, et de venir les mettre en perspective avec ce qui se passe chez nous en Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous présenter le projet Exode urbain, donc, qui a été lauréat de ce palmarès 2019, Arthur Niez, et qui représente Arthur Niez et Guillaume Laroffi, qui sont les deux jeunes lauréats voilà, de ce Prada. Merci Arthur. Bonsoir. Donc moi, comme vous l'avez dit, on vous présente un exercice qu'on avait réalisé dans le cadre du PFE avec Guillaume Laroffi, qui n'est pas là ce soir, et qu'on avait appelé Exode urbain. Pourquoi ? Parce que l'objectif c'était de s'interroger sur les points d'urbanité du monde rural, et plus particulièrement les petits bourgs de campagne, parce qu'on n'avait pas vraiment eu la chance d'intervenir dessus, et parce qu'à l'époque on en avait plutôt envie. Et le point de départ de notre démarche, c'était une question, pourquoi aller s'installer là-bas si ce n'était pour le cadre ? Et donc le contexte de ces petits villages, et celui de notre époque un peu, c'est celui de la vampirisation démographique des grandes villes, un peu au détriment des bourgs de campagne. Et on trouvait qu'il y avait un enjeu démographique fort à s'interroger sur le renouvellement de ces villages. Et pour ce faire, on a fait un peu la démarche à l'envers, intellectuelle, de savoir s'interroger sur ce que la vie urbaine avait produit de meilleur ou d'appréciable. Donc s'interroger sur des problématiques de mouvement, de pluralité des genres, de maîtrise des distances, du temps, et de réfléchir sur aussi les notions d'ennui et d'isolement, notamment liées au sentiment d'être déconnecté qu'on pouvait parfois ressentir dans ces petits villages, et comment on allait pouvoir réintroduire ces notions appréciables de la vie urbaine dans un cadre exceptionnel, celui de ces petits villages, et comment on allait pouvoir peut-être tenter de connecter les habitants entre eux et au reste du monde. Et enfin, comment l'intervention qu'on allait proposer pouvait faire sortir peut-être le village de son anonymat et contribuer à le rendre un petit peu exclusif. Donc le cadre de cet exercice, c'était ce village-là. Donc, pour rappel, notre volonté, c'était de développer plutôt une méthode qui pourrait s'adapter à d'autres bourgs qui présentaient des caractéristiques similaires, mais avec une réponse adaptée, si on peut, au bourg qu'on avait choisi. Donc celui-ci se trouve dans la vallée de la Dordogne, qui est en fait un territoire essentiellement agricole, mais aussi touristique l'été, dont les bourgs s'organisent en fait en réseau autour du passage de la Dordogne. Et à l'instar du village que vous voyez sur la photo, ils sont pour nous des éléments identitaires du territoire français qui, pour la plupart, sont en perte de vitesse, déjà abandonnés en partie, et dont les plus chanceux bénéficient d'une masse touristique l'été, mais c'est à peu près tout. Et donc, pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a une inadéquation entre les modes de vie contemporains et ces types d'urbanité-là, sans savoir si c'est vraiment les villages qui sont, en tant que forme urbaine, plus adaptés, ou si ce sont les modes de vie qui ne le sont plus. Donc dès lors, comment on allait pouvoir rendre ce village attractif ? Comment amener et résidentialiser des actifs dans le village ? Comment fonder une nouvelle identité en s'appuyant sur le contexte qu'on allait trouver ? C'était un peu nos questions de départ.
pour notre stratégie d'intervention, on avait imaginé en fait l'arrivée d'un programme fort et on a déroulé un scénario de développement autour de cette activité, et notamment ce qui concernait la question du logement. Donc, comme activité économique, on avait imaginé peut-être implanter une école de cuisine, parce qu'elle générait l'arrivée d'une nouvelle population, mais sur un temps d'études assez court. Ce sont généralement des cursus de 9 mois et correspondent à la période scolaire. Et ensuite, voilà, ce sont des nouveaux étudiants qui reviennent chaque année, ils font leur cursus et après ils partent. Et on profitait aussi du contexte gastronomique local de la vallée de la Dordogne. En deuxième point, on souhaitait enrichir un peu ce programme en développant un restaurant pédagogique qui pourrait profiter à la fois, qui formerait un cadre de formation hors dehors de l'enceinte de cette première école et au cœur du centre-bourg qui se trouve ici. Et tout en voulant être une activité économique rentable, on voulait aussi que ça puisse profiter à tous et que la population soit aussi, on va dire, investie dans ce projet-là. Et le troisième axe, c'était où est-ce qu'on va loger ces gens qu'on se propose d'amener et comment on va organiser une nouvelle forme enfin nouvelle, en tout cas une forme de logement spécifique à ce bourg et aux problématiques et rencontres. Et on voulait évidemment faire fonctionner tous ces programmes sur, non pas 9 mois, mais sur 12 mois. Donc comment on allait gérer la période scolaire, comment on se proposait de la gérer et comment on se proposait de gérer la période estivale avec les mêmes bâtiments. Donc ça, c'est pour l'école de cuisine, la première intervention. Donc on a placé à l'entrée du bourg, qui marquait un petit peu l'entrée de bourg le long de la départementale, et qui est une architecture de bord de route, dont en fait on a géré un petit peu la séparation public-privé par un jeu de topographie. Donc on a créé un socle, on a voulu créer un socle qui serait un parvis public avec une halle qui s'offre à la vue des habitants et qui pourrait accueillir aussi les habitants en son sein. Et dessous, les programmes plus fonctionnels liés à l'école de cuisine. Et le deuxième, donc comme les ateliers de cuisine, les vestiaires, etc. Et donc avec cette école de cuisine, on a créé un autre, je parlais du restaurant pédagogique, qui était la deuxième intervention qu'on voulait faire fonctionner avec ce restaurant. Et là, c'est plutôt un travail de greffe sur l'existant, sur le centre-bourg, parce qu'il faut savoir que là, ce lieu est vraiment à la pointe du village, avec l'église, ici une place qui en fait était un parking de camping-car, l'est toujours, je crois d'ailleurs, et des bâtiments abandonnés comme cette tour de garde et ce garage ici. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment à la fois proposer, utiliser le prétexte de ce restaurant pédagogique pour recréer un espace public qui relierait les bâtiments publics et un programme, certes privé, mais qui accueillerait du public, et en travaillant un petit peu une relation en miroir, mais peut-être un peu en négatif de ce qui existait, donc une halle complètement transparente de l'autre côté de ce mur et qui répondrait à cette bâtisse en pierre relativement opaque. Et ça, en fait, l'implantation de ces deux programmes dans le bourg, l'effet voulu, c'était un petit peu un effet multiplicateur, parce qu'on a cette relation visuelle, là on est dans l'entrée de l'école, entre donc l'école et le centre-bourg, et en créant ces deux programmes éloignés et pas dans le même centre, on allait créer un entre-deux. Donc là, il y avait 400 mètres de distance à peu près que vous pouvez parcourir à pied, et donc qui allait générer de l'activité, du bruit, et peut-être, comme le montre ce beau schéma, générer, activer un petit peu le reste de ce centre-bourg. Et le but, donc, c'était aussi d'amorcer le développement et la mise en valeur du patrimoine existant, et de nous donner peut-être une piste pour gérer les logements qu'on allait installer, et qui constitue la troisième intervention de ce projet, puisque comme tous les villages
un petit peu de ce type. On trouve une urbanisation, on va dire un développement historique le long d'un axe aussi historique, aujourd'hui un axe routier, et une urbanisation un peu plus récente avec des maisons type pavillon qui sont un peu plus disparates et un peu plus consommatrices d'espace. Et donc nous, on voulait proposer une alternative peut-être au mitage urbain et se positionner à la suite du développement historique pour recréer un petit peu le tissu manquant et redonner un axe au développement de ce bourg. Composé évidemment avec le nouvel équipement et sa peut-être future place publique, et en même temps s'adapter à une topographie qui est toujours, qui est assez forte. Et ces logements, on les imaginait en gestion locale, donc en accueillant des étudiants 9 mois de l'année et pendant la période touristique, plutôt des touristes. Donc ces cellules, elles cherchent, comme j'ai dit, à compléter le tissu existant. Et pour ça, on a créé un petit module de base en fait, qui s'adapte à la topographie et qui ces maisons, ces petites maisons, elles essaient de chercher à chaque fois la vue et l'ensoleillement, mais elles essaient aussi de travailler une mitoyenneté non invasive en écartant à chaque fois la petite maison de son voisin. Et ce qu'on voulait, c'était créer une architecture un peu de vacances avec des usages qui seraient résolument tournés vers l'extérieur et un petit peu ludiques avec des terrasses jardins, des pergolas, plutôt des escaliers extérieurs et qui recréaient un peu ce paysage de petit bourg qu'on aimait assez. Et pour finir, c'est un petit peu la leçon, et ça introduit l'apéritif, de cet exercice, c'est qu'on s'est dit à la fin que vraiment, en fait, dans ce type d'intervention, peut-être que le plus important, c'était le multi-usage et un petit peu que chaque bâtiment ait plusieurs fonctions, qui puissent aussi faire en sorte que les habitants qui voient leur paysage modifié y trouvent leur compte. Et on avait proposé que l'école de cuisine, la halle de l'école de cuisine, qui servait de foyer et d'amphithéâtre, puisse aussi devenir peut-être un petit marché couvert les week-ends ou une salle des fêtes pour la communauté de communes. Et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Alors, un dernier petit mot, c'est la tradition avant de pouvoir aller se rafraîchir parce qu'il fait une chaleur dans cette salle. Ça n'a pas changé. Pour vous annoncer, parce qu'on ne s'arrête jamais, bien sûr, au 308 à la Maison de l'Architecture, les 2 prochains événements très proches de nous auxquels je vous invite à participer. Jeudi prochain à 18h30, on inaugure l'exposition que vous avez traversée dans la cour du 308. Et c'est un peu une première aussi de présenter une exposition comme ça en extérieur. Pour le petit clin d'œil, c'est grâce à des produits de façade de chez Equitone qu'on peut laisser cette expo à l'extérieur, qui est une expo qui présente un travail d'étudiants je dirais, européens, Gand, Delft et Bordeaux sur la zone aéroparc et cette jonction entre l'aéroport et le centre-ville de Bordeaux. Samedi et dimanche, vous n'êtes forcément pas passé à côté, c'est les Journées européennes du patrimoine. Et donc exceptionnellement, malheureusement, on n'est pas ouvert le week-end au 308, mais là, pour ces Journées du patrimoine, on sera ouvert de 13h à 17h. Et ça sera la dernière occasion de voir l'exposition du Prada. Donc pour ceux qui sont pas là ce soir, pour vos collègues et amis, voilà, s'ils ont un peu de temps ce week-end, eh bien, ils peuvent passer nous voir au 308, retirer évidemment le catalogue des projets et puis profiter de cette exposition avant qu'elle ne parte se promener en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie les intervenants et lauréats pour leurs prestations. Et je vous donne rendez-vous à l'extérieur et dans l'exposition pour récupérer votre catalogue et boire un coup avec nous. Merci beaucoup à tous. Au revoir.